L'air, ça se vend super cher. Des paniers comme ça peut se vendre des milliers de dollars, puis il y a des expositions, puis c'est ça, il y a vraiment beaucoup là, de connaissances liées à ça là-bas aussi. C'est vraiment intéressant. Ils ont fait beaucoup de projets et d'études sur le frein noir, eux également. Donc, c'est ça. Fait que vous comprendrez que le frein noir, pas le frein noir, excusez, ben, la vannerie et donc le frein noir. Mais la vannerie a évolué beaucoup, a subi plein de transformations, autant au niveau comme du territoire qu'au niveau politique et économique. Euh, mais malgré ça, c'est toujours resté une pratique essentielle puis représentative aussi de l'identité Wabanaki. Puis c'est pour ça un peu là, que là, à cause de la grille du frein, ben les Wabanakaks sont inquiets puis ils veulent continuer à s'adapter puis à faire en sorte que la pratique de la vannerie puisse être perpétuée dans le temps puis qu'on puisse transmettre tous les savoirs qui sont liés à cette pratique-là encore aux générations futures pour longtemps. Donc, ça ressemble à ça. Donc, l'approche collaborative, puis l'importance des données qualitatives. Euh, donc là, comme vous avez compris, la vannerie et le frein noir sont liés à plusieurs savoirs qui sont liés à l'écologie, aux techniques, à l'artisanat. Il y a plein de savoirs qui sont liés à la vannerie qui ont été enseignés de génération en génération. Donc, on va appeler ces savoirs-là les savoirs écologiques traditionnels. C'est des savoirs, puis des pratiques et des croyances cumulatives qui évoluent et s'adaptent selon un processus de transmission intergénérationnelle et culturelle et qui concerne la relation entre les êtres humains et leur environnement. Donc, moi, dans mon projet, je vais considérer les savoirs écologiques traditionnels au même niveau que les savoirs techniques occidentaux, disons, si je peux dire ça comme ça. Les deux types de savoirs vont devoir collaborer puis dialoguer si on veut être en mesure d'avoir des résultats qui sont intéressants puis originaux aussi. Euh, Puis également, quand on fait des recherches comme ça en milieu autochtone puis en contexte autochtone, je pense qu'il faut être conscient des enjeux qui sont liés à la pratique de recherche en milieu autochtone parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de gens qui ont profité un peu des savoirs écologiques traditionnels, des savoirs traditionnels en général là, des différentes nations autochtones pour produire des articles, produire des connaissances sans leur donner aucun mérite, puis sans leur redonner par la suite, dans le fond, ces informations-là. Donc, c'est important quand on fait de la recherche comme ça, de mettre l'accent sur la collaboration puis le partenariat, puis de s'assurer de ne pas imposer sa manière de faire, puis d'écouter un peu les besoins de la population, puis voilà. Puis c'est aussi de respecter certaines normes. Maintenant, les communautés se dotent de plus en plus comment je pourrais dire, de de pratique de la recherche, puis ils veulent qu'on réponde à certaines exigences. Donc, moi, tout au long du projet, je vais faire valider mes informations par les experts et les expertes qui vont être mes collaborateurs principaux. Avant de publier quoi que ce soit, c'est sûr que je vais leur montrer pour voir s'ils sont d'accord. Je vais aussi, je m'engage aussi à aller présenter là, mes résultats dans la communauté. Je m'engage aussi à faire des pamphlets explicatifs pour que tous les membres de la communauté aient accès à cette information-là. Puis aussi, si eux, ils ont des besoins particuliers, si par exemple, il était peut-être question qu'il y ait des étudiantes du cégep qui se joignent à moi pour des activités de collecte de freins ou quoi que ce soit comme ça. Moi, je suis ouverte à ça, puis je crois qu'on peut être gagnant aussi en échangeant le plus possible avec le milieu, puis avec les individus là, avec lesquels on travaille. Euh, en mettant l'accent sur les données et les connaissances qui sont issues des experts et des experts de la vannerie, c'est sûr qu'on va au-delà du cadre académique. Donc, on ne reste pas seulement dans les savoirs traditionnels occidentaux scientifiques, on va au-delà, puis euh, ça va peut-être faire en sorte qu'on va être capable de passer par-dessus certaines limites de la science occidentale à suivre. Mais ça serait fun. Puis les deux, je pense qu'ils vont se nourrir mutuellement tout au long du projet. Voilà. Donc là, les buts, les objectifs de la recherche, en gros, le premier objectif, ça serait de déterminer
quelles sont les caractéristiques et les propriétés qui sont essentielles pour les experts et les expertes dans le contexte de la pratique de la rannerie. Donc, ça va être eux et elles, dans le fond, qui vont nous communiquer puis nous démontrer de c'est quoi les propriétés qui sont essentielles pour eux. Donc là, on sait que le frein noir doit être flexible, doit être résistant, il doit avoir un bon diamètre, il ne doit pas avoir de défauts, etc. Mais on ne connaît pas vraiment les particularités puis les propriétés plus spécifiques. Donc, ça va vraiment la première étape. Ensuite, ça va déterminer c'est quoi l'étendue de ces variabilités-là. Donc, c'est de dégager un portrait d'ensemble et un seuil d'acceptabilité des propriétés. Parce que les experts et les expertes n'ont pas nécessairement les mêmes préférences au niveau des qualités du frein. Et il y en a qui vont peut-être préférer les freins qui sont un peu moins flexibles ou un peu plus flexibles. Donc, ça va être de faire une espèce de, c'est un portrait d'ensemble de toutes ces propriétés qui nous ont été mentionnées. Puis le troisième objectif, qui est comme l'objectif le plus intéressant, le plus important, disons, ça va être de faire des liens entre les propriétés essentielles qui ont été déterminées par les experts et les expertes et les propriétés physico-mécaniques qui vont être testées en laboratoire. Puis ça, c'est vraiment dans le but d'améliorer notre compréhension liée à la variabilité des propriétés. Puis pour y arriver, dans le fond, on va devoir tester des freins qui sont aptes et des freins non aptes. Puis des freins aussi qui ont été manipulés par les experts des différentes étapes. Mais ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus à cette étape-là, dans le fond, qu'on va faire dialoguer les deux types de savoirs pour mieux comprendre le bois de frein noir.